Allez, cette question à présent sur Boursorama. Qui a vraiment le pouvoir au sommet de l'État, Emmanuel Macron ou les technocrates? C'est la grosse enquête de la semaine. Bonjour, Bonjour Marc. David. Marc Vigneault, journaliste au Point, on va voir la couverture. Pour le coup, qui sont ces technos là qui ont mauvaise presse? Voilà, c'est qui le patron là, Alors, Macron face aux technocrates? Ce qu'il faut voir, c'est qu'on n'a pas sorti le sujet de nulle part, hein. La critique des technocrates, ce qui est marrant, c'est qu'elle est venue de la majorité elle-même, voire de l'Élysée au plus haut sommet du pouvoir, alors qu'on pourrait croire que Emmanuel Macron, inspecteur général des finances, passé par Bercy, est un peu la figure du technocrate. Qu'est-ce qu'ils disent à l'Élysée? La petite musique, c'est « on en a marre de la haute administration, elle n'exécute pas assez vite nos réformes, elle bloque, les choses ne sont pas opérationnelles ». Donc on est parti de ce discours-là porté à la fois par l'Élysée et puis sur un autre mode par les députés qui, eux, disaient tout est de la faute de Bercy, si on n'a pas pu… Ils n'ont pas tendance à se défausser un petit peu, les gars, quand même? Ah bah exactement, c'est aussi une façon de se défausser, et donc on a exploré un petit peu les rapports entre l'administration, notamment celle de Bercy, qui prendrait toutes les décisions, qui couperait les moyens des autres ministères, qui exercerait son influence partout, et on essaie de relativiser ça en disant un petit peu, bah, si Bercy a du pouvoir, c'est aussi parce que le politique s'est engagé à réduire les déficits, et qu'il faut en plus respecter des promesses de campagne, trouver des moyens de réduire ce déficit, et c'est difficile. Et quand c'est difficile et quand il n'y a pas d'idée politique pour le faire, et ben l'administration, elle propose des solutions, elle propose de raboter de ci, de là pour arriver à boucler les budgets. Et du coup, effectivement, Bercy se retrouve à avoir un pouvoir qu'il ne devrait pas avoir. Et ça montre aussi qu'il y a certains politiques qui ont laissé passer des mesures dont ils ne pensaient pas qu'elles généreraient un scandale, par exemple la baisse de 5 € des APL. Et c'est aux politiques de se dire à un moment, parce que au départ, c'est une idée, encore une fois, de Bercy, de ses hauts fonctionnaires. Ça vient évidemment de la direction du budget, quand on lui dit d'ici à la fin de l'année, on va se retrouver, donc c'était l'année 2017, hein. D'ici à la fin de l'année, la gestion précédente était très mauvaise, d'ici à la fin de l'année, on va se retrouver avec 3,2% de déficit, c'était le chiffre qu'avait cité la Cour des comptes, et donc il faut un peu tailler dans les dépenses, sachant qu'on ne veut pas augmenter les impôts, pour assurer de revenir sous cet objectif de 3% pour que la parole de la France soit crédible en Europe. Et donc, on demande à la direction du budget, le nouveau pouvoir qui arrive, qui débarque un peu, qui ne connaît pas très bien l'état des comptes à la mi-année, dit à la direction du budget quelle est votre analyse de la situation, et la direction du budget dit il faut couper. Il faut couper. Et par exemple, sur les APL, le budget a été sous-évalué en début d'année. Les projections montrent qu'on va distribuer beaucoup plus d'APL que ce que François Hollande et Michel Sapin avaient budgété. Et donc, on vous propose une solution simple, c'est de les couper de 5 € pour les derniers mois de l'année et pour l'année prochaine. Sauf qu'on se rend compte que le coût politique de cette mesure défendue, soutenue, proposée par Bercy, au regard de ce que ça a rapporté, le rapport en termes de recettes, c'était quoi, quelques centaines de millions? Oui, pour la fin de l'année, c'était quelques centaines de millions d'euros. Finalement, effectivement, ça ne valait pas le coup. Et en plus, on s'aperçoit que Bercy avait un petit peu noirci la situation, puisque finalement, la croissance avait permis de réduire le déficit largement sous 3,2%, mais plutôt même, il est arrivé à 2,6%, certes avec quelques mesures d'économie, mais il y avait un petit peu de marge de manœuvre. Et donc, cette décision, Emmanuel Macron lui-même, on dit qu'il a fini par dire que c'était une véritable connerie, surtout que lui avait des mesures pour réformer les APL à plus long terme, et donc dès le départ, on a braqué la population là-dessus. C'est assez emblématique Et après, il y a beaucoup de commentateurs politiques qui accusent Bercy d'être austéritaire, de ne proposer que des mesures… et d'être déconnecté. D'avoir un angle totalement budgétaire et d'être totalement déconnecté, effectivement, de ce que peut penser la population. D'ailleurs, cette mainmise, diront certains, de Bercy, on la retrouve aussi dans l'épisode de l'annulation des mesures sur les aides à la transition écologique. Ça en dit long, encore une fois, il faut rappeler peut-être l'épisode, mais le tropisme budgétaire bien sûr. De Bercy. Quand au bout d'un moment, Édouard Philippe et Emmanuel Macron sont obligés de lâcher sur la taxe carbone… Ah non, oui, on n'est pas encore là, on est avant. Voilà, juste un peu avant, ils sont obligés de lâcher les mesures en faveur des Gilets jaunes et qu'ils annulent finalement la taxe carbone.
À Matignon et évidemment à Bercy derrière, à Matignon, ils ont un prisme assez budgétaire. Hein. Édouard Philippe, il faut savoir qu'il vient de la droite plutôt sociale, mais quand même de la droite. La tenue des comptes, c'est important pour lui, et d'ailleurs, on peut parfaitement défendre ce point de vue. Et donc, il se dit, s'il n'y a plus de hausse de taxes sur les carburants, il n'y a plus besoin d'avoir les mesures d'aide à la transition pour payer moins cher son carburant, puisque la hausse n'est pas actée. Donc, on va retirer ces mesures et on va... Sur les 10 milliards d'euros, on va récupérer les quelques centaines de millions d'euros que ça devait coûter. Ça, c'est Matignon qui l'annonce. Hein. C'est Matignon qui l'annonce et c'est Matignon d'ailleurs qui décide. Ce qui est paradoxal dans ce débat entre qui a le pouvoir, entre les technocrates et le pouvoir politique, au final, on en vient à considérer que même Matignon et même le Premier ministre est un technocrate, alors que voilà, le Premier ministre est un politique. Mais il est influencé par un cabinet dont voilà, ce sont des gens qui ont des profils de technocrates, effectivement. Et donc Matignon, qui a un prisme, c'est ce qu'on essaie de raconter dans le papier, c'est qu'ils ils sont vraiment soucieux de remettre les comptes à l'équilibre, et donc ils prennent une décision qui, politiquement, là, est quand même assez mauvaise. Et les députés, eux, qui sentent les choses mal se passer sur le terrain, qui sentent que le mouvement des Gilets jaunes, on vient à peine de leur faire une concession. On ne peut pas annoncer tout de suite qu'on va reprendre ce qu'on avait annoncé le mois d'avant. Ouais. Et donc, c'est une décision qui est unanimement considérée dans la majorité comme très inopportune. Et qui rétropédale alors ? Qui rétropédale, c'est Matignon qui se rend compte qu'il a fait une bourde sous la pression. Dans la journée, quasiment. Dans la journée, le soir même, un communiqué, finalement, c'est l'annulation de l'annulation. Donc cet épisode est assez révélateur sur comment... Voilà, ces gens-là réfléchissent avec des motifs parfaitement fondés, qui est la tenue des comptes, mais qui aboutissent à parfois des décisions qui sont déconnectées de ce que peuvent penser les Français et de la vie des gens. Ouais. En fait. Il y a aussi, là encore pour voir encore une fois la main de Bercy, il y a cet épisode de la baisse séquencée des cotisations salariales. Là aussi, c'est Bercy qui est derrière ? Alors, ça, justement, c'est pour nuancer un peu cette vision que c'est les technocrates qui décident. Ce que je raconte, c'est que c'est un épisode assez politique, finalement. C'est Emmanuel Macron qui prend la décision que son programme, c'était les baisses d'impôts sur le capital, ce qui se comprend parfaitement. Pour relancer l'investissement, ça prend du temps à avoir ses effets, donc on va baisser l'impôt sur le capital dès le début du quinquennat, tant qu'on a le pouvoir, la force, le capital politique pour le faire. Et donc il décide que ça sera la transformation de l'ISF en impôt sur la fortune immobilière et la taxe à 30% sur le capital. Sauf que ça coûte cher, c'est des baisses d'impôts qui coûtent très cher. Et donc, quand Bercy, on leur dit qu'il va falloir faire ça dès la première année, alors qu'Édouard Philippe avait dit l'inverse devant les députés un peu avant, quand on leur dit que finalement on ne va pas tailler autant dans les dépenses que prévu, et quand on leur dit mais par ailleurs il faut quand même tenir nos objectifs de déficit, qu'est-ce qu'ils disent Bercy ? Il nous reste quelques variables d'ajustement, on vous présente les possibilités, où est-ce qu'on va taper, notamment sur les baisses de cotisations. Tiens, on pourrait augmenter la CSG comme on avait prévu dès le 1er janvier, mais par contre, les baisses de cotisations, on les reporte de quelques mois. Après tout, qu'est-ce que c'est que ce report de quelques mois ? Et puis, on fait un tiers de cette baisse de cotisation dès le 1er janvier, donc tous les salariés ils gagneront dès le 1er janvier sur leur fiche de paie, puisque la baisse de cotisation sera supérieure à la hausse de la CSG, donc ça ne se verra pas. Et en fait, ils ne réalisent pas que la hausse de pouvoir d'achat que les salariés sont censés constater dès le 1er janvier sur leur fiche de paie, ils ne la constatent pas parce que c'est infinitésimal. Ouais. Et pendant ce temps, eux, les retraités, particulièrement les retraités aisés, mais aisés à un seuil qui est quand même assez faible, autour de 1 200 € de pension pour un retraité seul. Eux, ils voient la hausse de la CSG augmenter dès le 1er janvier, sans compensation. Ouais. Et donc, ça donne, au final, c'est une bombe politique qui est amorcée à ce moment-là, et dont personne ne se rend compte. Mais c'est le politique qui tranche. Mais Bercy propose... Bercy propose, mais c'est l'arbitrage d'Emmanuel Macron, d'Édouard Philippe, au final, d'avoir décidé de baisser l'impôt sur le capital d'abord. Et donc, à la fin, quand tous les arbitrages sont faits à droite et à gauche sans toujours de coordination, on se dit « Ah zut, on a un problème budgétaire, comment on fait ?» Et donc, Bercy, évidemment, et avec les experts, les conseillers aussi qui sont dans le cabinet à Matignon, parce qu'il y a beaucoup de conseillers aujourd'hui. Les conseillers ministériels sont réduits à 10. Mais le fait qu'il y en ait moins qu'avant, d'ailleurs, je ne sais pas, ça n'influe pas le fait qu'il y ait moins de conseillers en cabinet, que tout ça a été un petit peu allégé. Ça affaiblit pas un peu, justement, les ministères face à Bercy. Alors, paradoxalement, du coup, il y a un peu une grosse armée mexicaine de conseillers à Matignon et à l'Élysée. Ce sont des conseillers partagés, il y a beaucoup de monde.
Et par contre, dans les cabinets ministériels, effectivement, il y a moins de conseillers politiques, il y a moins de conseillers techniques qui sont là pour alerter les équipes ministérielles. Dans l'esprit d'Emmanuel Macron, réduire ses cabinets, c'était un symbole. Déjà, on a moins besoin de cabinets, de payer des gens très très chers, etc. Et puis surtout, on veut que le cabinet travaille main dans la main, le ministre travaille main dans la main avec l'administration et non plus contre son administration. Et donc, c'était un moyen justement de reconnecter les technos de l'administration et les cabinets ministériels. Et au final, on se rend compte, enfin en tout cas beaucoup d'interlocuteurs disent que dans la réalité, ça ne se passe pas vraiment comme ça. Il y a moins de conseillers qui sont là pour filtrer un peu les propositions de l'administration, qui sont des propositions très désincarnées, qui sont là, qui ont le prisme qu'on leur demande d'avoir, c'est-à-dire le prisme budgétaire. Et finalement, il y a moins d'alertes et il n'y a pas assez de profil politique pur pour se dire attention, là, ça va poser un problème. Et donc, voilà, ça passe. Et puis, au final, on se rend compte que c'était une grosse erreur. Hein. C'était d'ailleurs, les journalistes économiques ne l'ont pas forcément vu au départ, hein, ce report de la baisse des cotisations, que ça serait un énorme problème. Mais on se rend compte que finalement, ça a eu un effet délétère, peut-être plus que la suppression de l'ISF, qui est revenue comme une revendication très forte des Gilets jaunes, qui est un symbole. Tout faire tout de suite. Mais au départ, l'impression, c'était juste sur le portefeuille des Français, c'était terrible. D'autant que vous le racontez très bien dans cette enquête du Point, c'est que le président était bien content, Emmanuel Macron, de trouver, d'avoir les fonctionnaires de Bercy quand il a fallu là, au mois de décembre, mettre en musique quand il a dit voilà, il faut que tous les salariés qui sont autour du SMIC, il y aura 100 € de plus pour tout le monde. Promesse que finalement devrait être diluée, mais il faut la mettre en musique. Et là, les fonctionnaires, on est content de les trouver pour qu'ils trouvent une solution. Alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'on critique la haute administration, on dit ils nous empêchent de faire nos réformes, ils sont trop techniques, ils nous brident parce qu'ils nous parlent tout le temps de technique, de budget, etc. Donc Emmanuel Macron, il s'est isolé avec quelques conseillers, il s'est dit qu'est-ce que je vais faire. Évidemment, il avait une idée de combien ça allait coûter, il avait fait quelques simulations, mais il ne s'est pas entouré des experts de l'administration, de la direction du budget, de la direction du Trésor. Il s'est dit l'intendant suivra. Très bien, sauf qu'à la télévision, il annonce une hausse de ce qui est perçu comme une hausse du SMIC. Et on voit très bien, sans que ça coûte au patron, et on voit très bien que dans les jours qui suivent, le Premier ministre à l'Assemblée rame un petit peu parce qu'il se rend compte que politiquement la promesse c'est d'augmenter tous les gens qui sont au SMIC et qu'en fait la voie choisie, dont on sait très bien que c'est la prime d'activité qui est versée en fonction du revenu de la famille, du foyer fiscal et non pas juste d'une personne, va exclure de la mesure tous les smicards qui ont des conjoints ou d'autres revenus par ailleurs qui leur permettent d'être au-dessus des seuils de la prime d'activité. Et donc le Premier ministre va à l'Assemblée et dit on va trouver un moyen de verser de donner cette augmentation à tous les smicards. Et puis quelques jours après, il dit finalement non, on n'a pas trouvé de solution. Et derrière, ce sont justement les experts de la direction du budget, les experts de la direction du Trésor, les experts du ministère de la Solidarité qui élabore donc cette solution technique de la prime d'activité, élargir ses bénéficiaires, etc. et qui est capable en une semaine de boucler un projet avec un dispositif qui fonctionne pour verser dès janvier cette augmentation de prime d'activité et pour rattraper le coup en quelque sorte, effectivement. Donc on revient, on va se quitter là-dessus, mais on va revoir la couverture. Qui a vraiment le pouvoir au sommet de l'État? C'est la question que vous posez. On se dit quoi? On se dit que Bercy, pour le coup, a trop de pouvoir, trop de puissance. Il y a une influence néfaste. Il y a dans la coulisse une espèce de travail de sape. Non, c'est pas ce qu'on dit. Si on dit c'est qui le patron? Si les politiques sont faibles ou qu'ils n'ont pas d'idée pour réduire la dépense publique, mais par ailleurs qui disent que c'est un de leurs objectifs politiques, bah oui, ils vont se mettre un peu dans la main de ceux qui ont l'expertise et qui vont vous dire où est-ce qu'on peut couper la dépense publique. Et c'est vrai que les recettes, c'est un peu toujours les mêmes qu'on ressort, quel que soit le ministre. À chaque fois qu'il y a un ministre qui arrive, on leur dit... qui appelait ça le musée des horreurs de Bercy. Voilà. Bercy a clairement identifié, mais comme beaucoup d'économistes, que les APL coûtaient très cher à la France, qu'on dépensait plus sur la politique du logement qu'ailleurs, et que c'était inflationniste sur les loyers. Et ils en sont persuadés. Donc à chaque fois qu'un ministre revient, on leur dit si vous voulez vous attaquer à quelque chose, il faut s'attaquer aux APL. Et si vous voulez le faire de façon très rapide, on va vous proposer de geler les APL. Il y a tout un tas de mesures techniques sur les APL qui sont ressorties à chacun des ministres. Il y en a qui disent non, on ne le fait pas, et puis il y en a qui cèdent et qui disent oui, ok, on va le faire parce qu'on vient d'arriver, on n'a pas d'autre solution, le budget des APL explose et il faut qu'on les contienne. Et donc, voilà, ça donne ce genre d'erreur rétrospectivement, c'est facile à dire, mais d'erreur de politique économique, puisque ça contraint un peu après le capital politique d'Emmanuel Macron pour faire des réformes peut-être plus en profondeur sur les APL, par exemple.
Donc voilà, en tout cas, cette enquête, on voulait vous en parler. Enquête du point Macron face aux technocrates, à retrouver dès aujourd'hui en kiosque dans le magazine Le Point. Merci Marc Vigneault. Merci David. Au revoir. Au revoir.